Hello. Bonjour, bienvenue à tous. C'est un honneur de vous recevoir tous et toutes aujourd'hui pour cette session sur concevoir une IA bénéfique pour les enfants fondée sur les principes. Nous allons pouvoir commencer. Je suis Anne-Sophie Serret, directrice exécutive de Everyone AI. Nous sommes une alliance internationale, une coalition qui a pour objectif de parler de l'IA pour les enfants. Nous avons créé cette coalition au début de l'année et nous travaillons avec toute une équipe dans la Silicon Valley. C'est une approche multi-acteurs. C'est très important pour nous que tous les acteurs puissent être représentés. Donc pour l'instant, nous avons 12 gouvernements impliqués, de grandes entreprises de la tech et des entreprises de l'IA comme OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic et Orange. Et bien d'autres encore. Nous avons 15 laboratoires de différentes universités comme Stanford, Berkeley, Harvard, la Sorbonne et d'autres universités sur plusieurs continents. Plus de 40 ONG sont également membres de cette conversation. Nous avons également des discussions avec des experts de l'IA et des experts du développement de l'enfant. L'UNESCO, l'UNICEF et l'ONU sont également des organisations qui font partie de cette discussion. C'est un travail transdisciplinaire qui est fondé sur la science. Nous voulons vraiment utiliser la recherche qui est déjà à notre disposition pour anticiper les effets que l'IA peut avoir sur le développement cognitif et émotionnel. C'est un effort mondial, même si la plupart des technologies d'intelligence artificielle sont développées dans la Silicon Valley. Ces technologies sont utilisées bien sûr dans le monde entier, mais donc il faut penser de manière locale pour garantir que nous utilisions les bénéfices de l'IA au mieux et que nous prévenions les dangers. Donc il y a plusieurs piliers dans notre travail. Premièrement, la recherche. Mathilde va parler de cet aspect-là plus en particulier. Nous faisons des rapports de recherche également. Deuxième pilier, c'est forger les normes et les politiques. Nous voulons travailler avec les gouvernements et les organisations internationales pour anticiper et améliorer les réglementations qui existent sur le sujet. Troisième pilier, c'est collaboration et éveil des consciences. Donc travailler avec différents acteurs, mais également permettre de transmettre les messages des ONG au plus grand nombre. Nous sommes ravis d'être là avec vous aujourd'hui. Donc pour commencer cette session, je suis ravie de présenter Clara Chapez, ancienne ministre déléguée à l'IA et aux affaires digitales en France. Merci beaucoup de me recevoir et merci d'avoir organisé cette table ronde pendant ce 10e anniversaire du Forum de Paris pour la paix. C'est très réjouissant de voir que tant de personnes se rassemblent sur le sujet de l'IA et des enfants. On s'est retrouvés il y a moins d'un an pour la première fois et vous étiez l'équipe la plus active sur le sujet et je suis ravie de voir ce que vous avez réussi à mobiliser comme compétences, comme potentiel en un an, de voir tous les acteurs qui sont rassemblés. C'est impressionnant de voir tout le travail que vous avez accompli et je suis ravie de participer à cette session. Je pense que nous faisons face à un moment unique. Hier, le président français Emmanuel Macron a organisé une conversation avec des scientifiques, des membres de la société civile, des entreprises pour parler de l'impact des réseaux sociaux sur le développement des enfants, mais également des effets sur notre démocratie. Nous faisons face à des défis similaires avec l'IA, particulièrement avec le développement des chatbots, mais on a une opportunité unique qui est de ne pas attendre 15 ans pour essayer de comprendre ce que peuvent être les effets de ces outils sur nos enfants. Donc s'attaquer au problème dès le départ, c'est-à-dire maintenant. Le fait que nous soyons tous réunis aujourd'hui pour essayer d'évaluer
évaluer l'impact de ces outils et encore de manière plus importante, la façon dont on peut créer des normes et des réglementations pour cela de manière bénéfique pour les enfants. C'est essentiel quand on compare avec ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux, ce qui a été fait plus tardivement. C'est très important de s'y prendre dès le départ et c'est important de pouvoir se rassembler ensemble dans une pièce quand on parle de l'avenir des enfants, l'avenir de la population finalement. Je parle souvent avec des scientifiques, ils disent souvent qu'ils n'ont pas suffisamment de données. Quand on compare par exemple avec les données qui existent sur l'impact des réseaux sociaux ou d'autres outils qui existent plus longtemps, bien sûr ces outils se développent à une vitesse incroyable et donc on fait face à de nouveaux défis tous les jours. Mais le fait que l'on se réunisse et qu'on essaie de trouver une approche commune entre les entreprises, les ONG et la société civile, je pense que c'est un vrai message qui montre que nous sommes là pour résoudre le problème et pour relever ce défi pour que les outils liés à l'IA aient un impact bénéfique sur les enfants. Donc merci beaucoup. Merci Clara. Donc nous parlons effectivement de la jeunesse, nous parlons des moins de 25 ans, une population vulnérable, puisque les changements dans leur environnement changent leur monde totalement. Donc ce sont des défis qu'il faut relever, mais ces conversations ne peuvent pas avoir lieu avec ces jeunes. Il faut que nous concevions des solutions en les mettant au cœur de nos réflexions. Donc je suis ravie de recevoir un nouvel intervenant qui a conçu beaucoup de programmes pour les enfants. Chers tous, 40% de la population a moins de 25 ans. Et je suis ravie de représenter cette population aujourd'hui. Je voudrais commencer par dire que je suis ravie d'être née pendant le 21e siècle parce que j'ai ces outils à ma disposition et je sens que je peux les utiliser. Mais c'est important d'utiliser l'IA de la bonne manière et c'est important pour moi parce que je travaille avec des experts de l'IA depuis 2 ans. Mais parfois, j'ai toujours l'impression d'utiliser ces outils de la mauvaise manière. J'ai remarqué récemment que pour tous les emails que j'envoyais, tous les messages que j'envoyais au travail et dans ma vie privée, j'utilisais l'intelligence artificielle alors que j'en ai pas vraiment besoin. Au début, c'était un gain de temps, mais en fin de compte, c'était simplement parce que c'était plus facile. Les moins de 25 ans, nous le faisons tous. Je le fais, mes colocataires le font, mes petits frères et sœurs le font, mes cousins de 10 ans le font, et on le fait parce que c'est facile, c'est simplement facile. Ce que je veux dire, c'est que l'IA peut améliorer notre capacité de réflexion, et si nous arrivons à développer cet outil comme il le faut, on aura une génération qui utilise son plein potentiel. Donc, les associations, les ONG, les gouvernements, les entreprises, on compte sur vous pour concevoir une IA pour nous, avec nous. You're a tough act to follow. C'est compliqué de suivre après cela. Aujourd'hui, pour cette session, j'ai 3 objectifs pour nous. Tout d'abord, nous voulons écouter vos visions, votre vision pour l'IA pour les enfants. On veut également entendre vos inquiétudes, les risques qu'il faut atténuer. Ensuite, je voudrais partager avec vous les premiers résultats préliminaires du laboratoire ISIS. Ce sont des nouvelles données qui sont sorties il y a quelques semaines. Et ce laboratoire réunit OpenAI, Google, Microsoft, je vais en oublier certains. Et cela réunit également plusieurs chercheurs travaillant avec des ONG, l'idée de travailler ensemble pour savoir comment concevoir au mieux cette technologie pour les jeunes enfants. Et puis ensuite, je voudrais entendre ce que vous avez à dire sur la création de politiques, de réglementation, de normes de l'industrie sur ce sujet. Quelle ligne directrice pouvons-nous concevoir pour le grand public ? Alors, je vais partager d'abord avec vous les résultats principaux du travail que nous avons mené au laboratoire.
Nous avons commencé par des consultations avec le secteur pour définir les priorités. Quels sont les sujets de leurs inquiétudes, de leurs préoccupations? Et ce qui est ressorti de ces conversations, c'est que les adolescents aujourd'hui doivent être une priorité. Nous avons également travaillé avec 25 experts mondiaux du développement de l'enfant et de l'intelligence artificielle. Notre objectif était vraiment d'entendre plusieurs opinions et de savoir comment orienter notre travail. Tous ont identifié que l'adolescence était un moment essentiel pour le développement du cerveau. Les jeunes à cette époque, à ce moment-là de leur vie, sont très sensibles au système de récompense ainsi que aux interactions sociales. Et donc, effectivement, les outils technologiques sont particulièrement intéressants pour eux. C'est essentiel pour leur socialisation, mais cela a également un impact conséquent sur leur cerveau. Ensuite, on a réfléchi à la façon dont l'IA se rapprochait de l'humain. D'abord, il y a la question anthropomorphique. Tout ce qui rend l'IA plus humaine dans la voix, par exemple, l'IA qui prétend avoir des émotions ou qui parle de sensations physiques, par exemple, l'IA qui puisse dire « je suis triste » ou « ouh là là, cela m'a fait mal à la tête ». Tout cela accroît la probabilité d'avoir le sentiment que l'IA est humaine. La deuxième chose, c'est la question relationnelle. Lorsque l'IA prétend avoir une interaction avec l'humain. Par exemple, je suis ton ami, ou nous parlons depuis longtemps, ou je suis le seul à te comprendre, tu peux compter sur moi. Ce sont des choses qui vont accroître la probabilité de créer une relation avec l'IA. Dernier élément, c'est essayer de comprendre quand les moments où l'IA valide nos sentiments, nous flatte, et les moments où l'IA vient nous provoquer dans notre façon de penser. Par exemple, oh, je n'aurais pas pu dire mieux, tu es si intelligent, jusqu'à opinion intéressante, est-ce que tu as pensé à d'autres solutions? Donc il y a des interactions différentes, mais tout ce travail-là a été fait au sein du laboratoire, et nous avons parlé avec des experts qui ont pu discuter avec nous de leurs connaissances et on a pu ensuite construire nos réflexions avec les leaders du secteur. Certaines de nos conclusions avec tous les acteurs, c'était que les comportements vont influencer l'impact positif ou négatif. Il ne s'agit pas simplement de se concentrer sur le contenu qui est partagé par l'IA, mais également de la façon dont cela est fait. Le contexte est également essentiel. Le type d'engagement, le type de comportement que nous voyons, tout cela va avoir un impact différent si on est dans une relation plus de tutorat ou si on est dans une relation où l'utilisateur cherche un soutien émotionnel ou si l'usager est dans un moment de stress émotionnel. Donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que tous les acteurs avaient identifié les éléments relationnels comme étant les plus risqués avec le moins de bénéfices possible. Donc, la partie où l'IA prétend avoir une relation avec l'utilisateur. Il y a eu un vrai consensus sur ce fait que c'était ce risque qui était le plus important. Donc, c'est devenu la priorité pour nous, le défi qu'il nous fallait relever au sein du secteur. Ensuite, le côté anthropomorphique, tout ce qui fait que l'IA a l'air d'être humain ou humaine. Là, c'est effectivement également un risque. Mais en même temps, quand on regarde le niveau optimal, eh bien, en fait, le contexte va vraiment dépendre. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait simplement pas assez de données pour vraiment identifier les risques. Donc là, c'est une priorité aussi. C'est la priorité d'avoir plus de données et comment en fait, obtenir plus de données qui puissent être utiles. Ensuite, sur le dernier élément dont je parlais, donc
Là, il nous faut aussi mener plus de travaux de recherche, particulièrement sur cette différence entre la flatterie et les différences dans la façon de réfléchir. Ça peut être un vrai outil qui peut être utile, mais encore une fois, là, il faudra que plus de recherches soient menées par les chercheurs et les leaders du secteur. Voilà les informations principales que nous avons pu obtenir dans ce lab, mais maintenant, je voudrais pouvoir donner la parole aux orateurs que nous avons avec nous. Et Lorraine, je vais commencer avec toi. Lorraine, qui est responsable jeunesse chez OpenAI. Tu fais partie de la iRaises coalition depuis le départ. Tu nous as vraiment soutenus, aidés avec cette compréhension du besoin de collaboration. Donc, tu sauras mieux le dire que moi, mais comment vois-tu cette collaboration? Et puis, deuxième question pour toi, à court terme, quels sont les comportements de l'IA qui est le plus facile à ajuster et quels sont les compromis que nous pouvons faire? Thank you for having me. I'm pleased to be here. Merci de me recevoir, je suis ravie d'être ici. Effectivement, nous travaillons ensemble depuis un moment et c'est important de collaborer avec autant de chercheurs parce qu'en fait, il y a une question de calendrier. Il faut que nous travaillions rapidement. Il faut que nous comprenions aussi rapidement que possible la situation dans les produits que nous développons et dans le fait que nous mettions nos produits dans les mains des adolescents. Nous voulons le faire de manière sécurisée. On a la question de sécurité, liberté, protection de la confidentialité. Ça, c'est particulièrement important pour les adolescents. Pour les adolescents, la sécurité, c'est la priorité, numéro 1, ça c'est sûr. Mais ce sont des décisions qu'il nous faut prendre rapidement alors que nous développons nos produits. Et on veut faire tout cela de manière sécurisée, on veut faire les choses correctement. Nous avons lancé un nouveau comité sur le bien-être et nous voulons continuer à travailler avec les chercheurs, avec d'autres membres du secteur pour pouvoir faire les choses au mieux. Voilà, ça c'est important pour nous. On veut le faire ensemble, on veut le faire avec autant de données et de recherche, d'informations que possible et aussi rapidement que possible. La priorité étant toujours la sécurité pour les adolescents. Merci Lorraine. Maintenant, Chloé Setter, je me tourne vers toi, qui s'occupe de la politique publique sur la protection de l'enfance chez Google. J'ai travaillé avec certains des chercheurs de Google, comme Jennifer Kotler, qui a été un élément clé permettant d'identifier les priorités. Et elle a un peu cette double casquette. Elle est à la fois dans le secteur et elle est chercheuse. Donc, cela permet de vraiment mettre l'emphase sur l'importance de travailler ensemble. Google a beaucoup travaillé sur la sécurité et la protection de l'enfance. Ce n'est pas un nouveau sujet pour vous, puisque vous avez souvent à prendre des décisions pour que vos produits soient sûrs pour les jeunes. Donc ma question, c'est qu'avez-vous appris dans cette collaboration multi-acteurs? Quelles sont les leçons que vous tirez de ces travaux sur le développement de produits et comment cela a influencé votre travail et comment gérer l'IA générative pour les jeunes? Merci beaucoup, je suis ravie d'être là avec autant d'experts. Je pense qu'effectivement la collaboration c'est la clé ici. Une entreprise seule ne peut certainement pas résoudre ces problèmes sociétaux. Donc c'est formidable d'avoir ce partenariat. Nous sommes reconnaissants envers Everyone AI. Je pense que chez Google, nous avons des décennies d'expérience puisque nous concevons tous nos produits en gardant les enfants au cœur de nos réflexions. On veut s'assurer qu'on utilise aussi toutes ces connaissances que nous avons accumulées au fil des années pour que nous puissions les mettre dans nos produits IA. Et la sécurité, pour nous, ça a toujours été une priorité, particulièrement pour les jeunes. Et nous voulons créer les meilleures expériences pour les moins de 18 ans et mettre en place les outils
de prévention dès la conception. On a des outils de contrôle parental que les parents peuvent contrôler. On a un outil qui permet aux parents de bloquer Gemini, par exemple. Mais donc, on travaille de manière interne, mais également avec des experts externes, puisque, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire ça seul. Et on veut s'assurer que tout soit fondé sur des données probantes. C'est effectivement un univers qui avance très rapidement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas... ça veut dire que nous devons continuer à travailler d'arrache-pied, sans relâche. Et donc, nous avons une équipe qui travaille précisément sur les questions de sécurité. On a créé des outils de prévention et de sauvegarde autant que possible. Ça ne veut pas dire que des erreurs ne sont pas possibles. Donc, on essaye toujours de contrôler, de s'assurer que nos outils sont cohérents. Je peux parler davantage sur des produits spécifiques, mais je ne veux pas mobiliser trop de temps de parole. On aura le temps de revenir vers toi, mais je pense que cela nous amène directement à Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne et au CNRS. La technologie, effectivement, et l'adoption de la technologie va très vite. C'est une technologie qui va plus vite que jamais. Donc, on n'a pas encore de données directes sur les impacts que cela peut avoir sur les enfants. Et pourtant, nous savons beaucoup de choses sur le développement de l'enfant, sur le fonctionnement de l'enfant et sur les interactions humaines. Donc, de votre point de vue, Laurence, quelle est la responsabilité des chercheurs quant au fait de guider d'autres experts sur la conception d'outils? C'est compliqué de parler de la responsabilité des chercheurs parce que il y a des chercheurs dans toutes les grandes entreprises de tech. Donc la conception des outils est faite par les grandes entreprises elles-mêmes. Amara's laws reminds us that we often overestimate AI's short-term impact, underestimate its long-term. Nous surestimons souvent les impacts à court terme de l'IA, mais nous sous-estimons ses impacts à long terme. L'utilisation de l'IA peut avoir des risques psychologiques, cognitifs. Cela peut réduire la plasticité du cerveau. Il y a beaucoup de données sur les impacts sur les enfants. Pour des chercheurs du MIT qui ont mené une étude de 4 mois avec 54 participants, les participants devaient utiliser Internet ou ChatGPT. Leur activité neuronale a été surveillée. Et je pense que ce genre d'étude est extrêmement important. Les résultats préliminaires montrent que l'utilisation d'Internet et de ChatGPT réduit l'engagement cognitif, donc l'effort mental pour transformer l'information en connaissance, par exemple. Pour la mémoire, la concentration, les compétences d'analyse, on voit qu'il y a un risque de détérioration de tous ces processus cognitifs. Donc c'est important de parler de ce type d'informations et les parents doivent être conscients de ce type de recherche. Ma recherche au CNRS s'est concentrée sur ces questions-là également avec certains chatbots. Nous avons récolté des données avec nos interactions avec des enfants. Je pense que ce type de recherche est essentiel. Il faut le faire avec autant de sujets que possible parce que nous ne savons pas beaucoup encore. Donc l'idée de comprendre comment l'IA interagit avec les enfants, la capacité d'avoir une conversation, d'exprimer des émotions, et de regarder les effets de ces interactions sur l'autonomie et la capacité de réflexion et d'analyse des enfants. Donc on peut créer des protocoles permettant de mesurer les effets de l'IA sur les enfants. Il y a certains résultats déjà disponibles, mais il nous faut davantage de données. Donc c'est extrêmement important de faire cela sur ce domaine. Et c'est très urgent de s'en préoccuper puisque il va y avoir bientôt des outils, des jouets qui seront dotés de ChatGPT, comme des ours ou des poupées. Donc c'est extrêmement important de pouvoir discuter de l'impact de ce type de technologie.
Merci beaucoup. Je pense que nous travaillons au sein du laboratoire IRAs et on essaye de créer un cadre permettant de déterminer quel type de comportement nous allons observer. Parce que parfois, dans la recherche, on va avoir des résultats contradictoires, mais c'est parce que nous ne testons pas exactement le même type d'interaction. Donc, c'est important d'avoir un cadre clair sur le type de comportement que l'on veut surveiller, et cela nous permettra d'avoir des conclusions plus claires. Alors, nous avons mentionné les politiques publiques et je voudrais directement donner la parole à Irak Liberitz, le chef du Centre pour l'IA et la robotique aux Nations Unies. Comment est-ce que l'ONU peut venir amplifier le travail qui est fait sur ce sujet, amplifier les résultats de recherche, les partager, comment créer à partir de ça des lignes directrices pour les meilleures pratiques ou des réglementations dans le monde entier. Merci Mathilde et merci à chacun d'être là. Merci de m'avoir invité. Nous sommes ravis de faire partie de l'Alliance IRAs et de contribuer à ces travaux. C'est un sujet extrêmement important, c'est une question extrêmement importante aussi. Comment garantir que les principes que nous développons, les idées que nous développons soient traduits en politique publique concrète. À l'ONU, effectivement, je suis chef du Centre pour l'IA depuis 10 ans, avec une initiative pionnière au sein de l'ONU, parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de travaux menés sur l'IA à l'ONU. Et donc, étape par étape, nous avons construit un certain nombre de programmes de recherche, des renforcements de compétences. Nous avons cherché à apprendre et à comprendre comment ces principes-là pouvaient être traduits en législation. Et ça, ce n'est pas facile. L'ONU a adopté un certain nombre de principes sur l'IA dans différents organismes de l'institution, mais ensuite, comment s'assurer que ces principes soient adoptés, c'est une autre affaire. Nous avons mené un certain nombre d'initiatives pour essayer justement d'encourager cela. Nous travaillons dans des domaines, par exemple, de l'IA et des forces de l'ordre. Comment s'assurer que les forces de l'ordre utilisent l'IA de manière légale et en respectant les droits de l'homme. Sur les 6 dernières années, nous avons développé une boîte à outils pour l'utilisation responsable de l'IA par les forces de l'ordre. Et étape par étape, nous voyons que ces principes sont adoptés dans les pays les uns après les autres, donc notamment adoptés dans les procédures standards des forces de l'ordre. Donc, c'est important d'avoir ces alliances publiques-privées avec plusieurs acteurs. On ne peut pas agir seul, il faut que l'on agisse en partenariat avec le secteur privé, les universités, la société civile et d'autres encore. Maintenant, pour parler des enfants plus particulièrement, pendant les 2 dernières années, nous avons travaillé avec différents partenaires, des partenariats avec Disney World Services, avec la collaboration de l'OCDE, l'UNICEF, l'Université d'Harvard, OpenAI, pour créer un guide pour les parents, comment garantir que les outils d'IA générative soient utilisés de manière responsable et sûre, comment faire en sorte que les parents comprennent réellement la façon dont leurs enfants utilisent l'IA générative. Notre recherche montre que beaucoup d'enfants, bien sûr, utilisent l'IA générative et peu de parents le font et peu de parents comprennent vraiment cet outil-là. Et donc, on a publié un guide qui a été beaucoup relayé et c'est l'une de mes publications les plus vues sur les réseaux, mais ça montre que en fait c'est vraiment de ce type de guide dont les parents ont besoin, dont les enfants ont besoin, les éducateurs aussi.
L'idée, c'est de pouvoir passer cela à l'échelle, parce qu'on peut en parler beaucoup, mais si cela n'est pas traduit en politique concrète, s'il n'y a pas vraiment si ce n'est pas traduit en pratique concrète, alors ce sera bon à ranger dans un placard. L'ONU a un certain pouvoir. Nous avons des liens avec 194 pays et nous pouvons garantir que les pays puissent adopter des principes si les principes sont conçus grâce à des projets pratiques. Donc on travaille avec des gouvernements et grâce aux projets, nous pouvons garantir que ces principes soient adoptés dans les politiques publiques nationales. Nous travaillons avec un partenariat public-privé et des contributions du secteur privé comme OpenAI, bien sûr. Et ces partenariats peuvent vraiment permettre de pérenniser cette activité et nous voulons pouvoir distribuer ce guide pour le parent. Et la semaine dernière, j'étais dans un pays que je ne mentionnerai pas, mais j'ai eu un déjeuner avec le ministre de l'Éducation et j'ai été assez surpris d'entendre que cette personne n'avait jamais utilisé l'IA générative. Et lui et son équipe conçoivent des politiques sur l'avenir de l'éducation. Enfin, voilà, c'est effrayant. Je vais vous dire aussi, 50% de la population, 50% des pays du monde n'ont aucune stratégie numérique ou stratégie sur l'IA du tout. Et ce sont des pays qui mettent en place des stratégies pour les générations futures. Donc c'est un problème qui est urgent, c'est un échange qui est urgent, mais ce qui est véritablement urgent, c'est d'arriver à avoir des projets pratiques pour établir les liens entre les systèmes de ces pays et les systèmes d'éducation de ces pays. Parce que lorsque 50% des pays pensent qu'il n'y a pas d'urgence à adopter une stratégie IA ou numérique, ou que le ministre de l'Éducation de ce pays n'a jamais utilisé l'IA générative ou l'IA tout court, c'est la réalité et c'est urgent, c'est ce que je voulais souligner aujourd'hui. Un grand merci. Nous souhaitons réellement travailler et collaborer avec vous et nous avons hâte de voir comment la recherche effectuée dans les laboratoires pourra être traduite en politique à grande échelle, parce que tout cela avance très vite et nous devons réfléchir à la façon dont ces politiques sont conçues en matière d'éducation. Cela passe aussi par la prise en compte des réalités géographiques et de leurs différences et de nous assurer que nous avons une approche générale qui concerne tout le monde, mais que nous prenions aussi en compte les spécificités de chaque région. Je vais maintenant me tourner vers Eric Salovir, qui est le président du comité exécutif à la Human Technology Foundation. Nous allons vous donner la parole et je voudrais vous demander avant quelles sont les valeurs cardinales qui doivent sous-tendre ce travail qui concerne tout le monde, non seulement pour les 5 années à venir, mais aussi pour l'avenir de l'humanité en général. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici et merci de me recevoir. Peut-être que je serai un peu moins pratique que ceux qui m'ont précédé, même si notre fondation travaille beaucoup sur la conception des politiques. Mais avant de parler de valeurs humaines, je pense qu'il nous faut nous centrer sur l'humain, parce que les enfants, après tout, sont des êtres humains. À l'heure actuelle, la technologie connaît des changements majeurs tous les 3 mois au moins et les êtres humains évoluent, eux, tous les 300 000 ans. C'est à peu près il y a 300 000 ans, l'époque de l'Homo sapiens. Il y a eu donc l'émergence de ce nouvel homme il y a plusieurs centaines de milliers d'années, mais c'était un changement mineur, pas une nouvelle espèce. Donc nous sommes utilisateurs et à la Fondation, nous pensons que lorsque l'approche est sociale, sociologique, cela est insuffisant, il faut aller plus dans les détails. Lorsque nous forgeons cette IA, nous reproduisons les biais de notre espèce qui sont ancrés dans l'espace anthropologique. C'est une réflexion qu'il faut que nous ayons si nous voulons agir au niveau le plus adapté. 2 petites choses. D'abord, il y a des façons, il existe
existe des façons d'améliorer l'utilisation et de réduire les risques. Mais en tant qu'humains, nous faisons tous preuve d'anthropomorphisme. Qui, autour de cette table, peut dire qu'il n'a jamais parlé à son ours en peluche quand il était enfant? Personne. C'est ce que nous faisons, c'est normal, et nous le faisons a fortiori lorsque la machine s'exprime, lorsque la machine vous rappelle qu'elle n'est pas humaine. Le fait qu'elle utilise le pronom « je », la première personne, le fait d'utiliser le verbe « dire » à son sujet, cela le prouve, il y a de l'anthropomorphisme. Cela peut être extrêmement utile parfois. Il faut intégrer ces technologies, mais il faut garder à l'esprit qu'il nous faut non seulement une compréhension profonde de la technologie, mais aussi de la façon dont la société et l'être humain fonctionnent, la façon dont nous nous comportons, parce que cette façon dont nous nous comportons, nos comportements, ne changera pas avant des dizaines de milliers d'années. Deuxième point, si nous souhaitons arriver à obtenir une charte qui soit universelle et qui durerait dans le temps, nous devons nous éloigner de notre approche extrêmement occidentaux-centrée. Il faut inclure tout le monde et à l'heure actuelle, nous parlons beaucoup d'autonomie. En Asie, on parle beaucoup de cohésion sociale. Le Sud global, s'il en existe véritablement un, veut de la justice sociale. Cela change selon les régions et si nous ne prenons pas cela en compte, nous allons arriver avec des produits extrêmement polarisés. Et il ne faut pas oublier que les compagnies technologiques se situent pour la plupart en Occident et en Chine. Donc il faut nous assurer que nous prenons en compte et nous incluons la voix de tous les enfants à travers le monde. Pour nous, c'est absolument essentiel si nous souhaitons arriver à développer une technologie qui se développe sur l'autonomie, la liberté et la liberté de conscience. Un grand merci pour cette intervention extrêmement enrichissante. Marie-Ève, je vais donner votre nom. Vous avez participé à la consultation avec les experts et j'aimerais que vous nous donniez votre point de vue sur le fait que peu importe les décisions que nous devons prendre lorsque l'on parle des enfants et de l'IA, il faut garder à l'esprit les droits des enfants, c'est la valeur cardinale. Vous avez déjà répondu à cette question que je vous ai posée il y a quelques mois, mais j'aimerais que vous partagiez certains des éléments de réponse que vous m'aviez fait à l'époque. Alors que nous parlons de droits humains et d'IA, quels sont les droits des enfants qui sont en jeu ici? Je sais que c'est une question difficile. Merci Mathilde, c'est extrêmement intéressant et pertinent et je vais rebondir. Nous sommes la Fondation Farright, nous travaillons pour les droits des enfants dans les environnements numériques et cela fait un certain nombre d'années que nous travaillons dans ce domaine, à peu près 10 ans si je ne me trompe pas. Nous travaillons à la protection des données, de droit à la vie privée, la protection des enfants et aujourd'hui nous avons ce dossier sur la façon dont l'IA doit être conçue pour les enfants. Nous travaillons au niveau européen, par exemple, pour ne citer qu'un projet, et il faut faire la transition entre les droits humains et le point de vue spécifique des enfants. Nous travaillons sur la base de la Convention pour la protection des droits de l'enfant, qui a été signée par presque tous les pays dans le monde sur le développement de l'IA. S'il y a des conséquences au développement de l'IA sur les enfants, c'est ce que l'on constate souvent, c'est que c'est l'intérêt des enfants qui est en jeu ici, la création de valeur ici et le profit financier entrent souvent en conflit avec les intérêts profonds des enfants. Comme cela a été souligné par un certain nombre d'orateurs auparavant, il y a bien sûr ce concept qui est couvert par certains droits. Il y a également la liberté de penser. L'IA a des conséquences grandissantes sur la façon dont les enfants réfléchissent, leur accès à l'information. Et enfin, sur la protection de la vie privée et des données, je crois que c'est des sujets que vous avez évoqués dans vos articles sur la façon de protéger la vie privée des enfants dans le cadre de l'IA. Donc voici
aussi quelques pensées sur la façon dont nous pouvons protéger les droits des enfants, notamment lorsque l'on échange sur ce sujet. Je vous promets que je vais donner la parole à tout le monde. Je vais demander à une dernière personne de s'exprimer. Elle est avec nous aujourd'hui et elle représente l'UNICEF. Je pense qu'il est logique de vous donner la parole lorsque l'on parle de droits des enfants. Voici donc ma question. Quels sont les enseignements que vous avez tirés du travail que vous avez mené sur des innovations technologiques et très logiques, et quelle est la différence avec l'IA et le reste de ces technologies lorsque vous réfléchissez à cette question? Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Un grand merci de me donner la parole sur ce sujet. À l'UNICEF, nous sommes extrêmement soucieux de ces droits. Merci Maria de l'avoir souligné. Et nous pouvons constater qu'il y a un certain nombre de problématiques qui émergent en matière de droits des enfants et la façon dont les enfants peuvent bénéficier des développements de l'IA. Si je devais résumer ce que nous souhaiterions voir, c'est une utilisation de l'IA qui permet de soutenir les enfants et d'optimiser ce soutien. Et là où l'on voit un domaine d'opportunité, c'est pour l'apprentissage. L'IA peut permettre une approche individualisée de l'apprentissage et assurer que les enfants reçoivent un soutien plus qualitatif dans leur apprentissage. Et peut-être encore plus important, il faut s'assurer que les enfants soient complètement protégés dans leurs interactions avec l'IA. Les protéger, cela signifie qu'ils ne soient exposés à aucun danger pour leur santé émotionnelle, physique et psychique, et pour leur bien-être, y compris lorsque l'IA est utilisée sous ses pires formes pour incarner des enfants et créer de faux enfants, de fausses représentations d'enfants qui ne respectent pas la sécurité qui concerne les enfants dans les pires hypothèses qui peuvent être celles des agressions sexuelles contre les enfants. Ce sont donc des technologies avec beaucoup d'opportunités qui ouvrent beaucoup de perspectives, mais qui ont des risques qui sont inhérents à son utilisation. Donc la question est de savoir comment nous optimisons l'utilisation tout en les protégeant. Et nous savons qu'il y a des textes qui proposent ces grandes orientations. Je souhaite soulever 2 points supplémentaires. Le premier, c'est qu'il faut absolument que tout cela se fasse non seulement pour les enfants, mais surtout avec les enfants. C'est très important de le garder à l'esprit. J'ai consulté des études que nous avons menées récemment parce que nous n'en savons pas tant que ça sur la façon dont les enfants utilisent l'IA. Nous ne savons vraiment pas. Dans presque tous les pays, les enfants utilisent l'IA. Ça, nous le savons, mais pour combien de temps, où et à quelle fin, nous ne le savons pas. Il serait donc extrêmement intéressant d'en apprendre davantage. Il y a des manques en termes de données sur le sujet qui sont patents. Au Brésil, pour vous donner un exemple, les enfants... Non, excusez-moi, je vais vous donner l'exemple du Sierra Leone plutôt. Au Sierra Leone, lorsque l'on utilise ChatGPT, ça signifie l'IA, mais... ils ont le sentiment que c'est de l'information confidentielle qu'ils vont fournir et que personne n'en apprendra jamais rien sur les données qu'ils ont fournies. Dans d'autres pays, un enfant a répondu « Vous prenez vos devoirs, vous les mettez dans la machine et vous aurez votre devoir. » Mais avez-vous appris à écrire? Avez-vous appris quoi que ce soit? Vous êtes-vous formé? Je crois que c'est très intéressant parce que les enfants, alors qu'ils utilisent l'IA, ont leur propre questionnement, donc nous devons travailler avec eux. Je suis extrêmement heureuse, et c'est mon dernier point, que nous ayons appelé cette session dialogue, parce que c'est ce qu'il nous faut. Aucun d'entre nous a tout seul les réponses. Nous sommes des acteurs de différents secteurs, mais la question est urgente, donc avoir cet échange et ces conversations est essentiel et extrêmement urgent. Merci beaucoup. Je pense que bénéficier de l'ensemble de ces points de vue de personnes différentes qui occupent des postes différents, qui ont des sensibilités qui peuvent varier, des origines différentes. Cela est important parce que cela permet d'avoir des angles d'attaque différents quant à cette question et cela nous donne une image plus complète pour faire de notre mieux. Il y a donc des opportunités et des défis. Je vois qu'il nous reste 17 minutes. Ce n'est pas beaucoup pour donner la parole à toutes ces
personnes formidables qui sont présentes. C'est un honneur de vous accueillir. Nous allons accueillir avec joie vos remarques, comment nous pourrions travailler avec vous et ce qui a manqué à ce dialogue jusqu'ici à votre sens. Bonjour Henri, merci. Merci. Je m'appelle Andrew Sarazen, je travaille à Oxford et j'ai un incubateur, un think tank sur les défis mondiaux et dans le cas présent, le défi de la navigation des nouvelles technologies pour les enfants. Au cours des derniers mois, j'ai organisé un séminaire sur les normes en termes de preuves sur l'utilisation de l'IA par les enfants. Je crois que vous avez parlé des avantages et des risques. Nous avons beaucoup entendu parler des risques et je pense qu'il y a cet a priori de départ selon lequel il y a des avantages. Et au cours de ce séminaire, nous avons essayé de trouver les données les plus précises sur le sujet. Cela a été très intéressant, en particulier en ce qui concerne différentes approches, les études qui ont été menées, cela a été mentionné par notre collègue du MIT, mais selon moi, il nous manque beaucoup de données qui viennent consolider et prouver les avantages qu'il y a à l'utilisation de l'IA par les enfants, parce que nous sommes capables de prouver les risques et c'est très bien de penser à protéger les enfants, mais nous devons penser à la question suivante, pour qui est-ce que l'IA générative fait une différence? Pour les enfants qui ont des besoins spéciaux, ceux qui ont l'anglais comme seconde langue, par exemple, dans un environnement anglophone. Mais je pense qu'en ce qui concerne la population générale, il n'y a pas de preuves, de données qui permettent de prouver qu'il y a des avantages à l'utilisation de l'IA par les enfants. Donc, je serais ravie d'entendre vos contributions. Nous avons mené des études sur le sujet et j'accueillerai toutes les contributions avec joie. On part du principe que les risques en termes de défis vont être difficiles à atténuer et que, en revanche, quoi qu'il arrive, mais que les avantages viendront si l'utilisation est appropriée. Donc, il est très difficile d'agir de façon sensée et appropriée ici, parce qu'il y a aussi des différences d'un individu à l'autre. Donc, je pense qu'il nous faut beaucoup nous concentrer sur la recherche, où cela fonctionne-t-il, comment cela fonctionne-t-il et que devons-nous en tirer comme conclusion sur ce qu'il nous faut faire. J'ai vu que vous vouliez prendre la parole. Je vais vous laisser vous présenter. Je m'appelle Neglaris. Je suis une voix du Sud global. Je viens d'Égypte. Je suis ravie d'être ici. Un grand merci. Je suis basée au Access Development Center à l'Université du Caire et nous sommes un observatoire sur l'Afrique du Nord et le Sahel pour l'utilisation responsable de l'IA. Cela a des implications pour les personnes, pour les entreprises, pour les politiques. C'est au cœur de ce que nous faisons. Je suis fière d'avoir signé AI Raise et je souhaite rebondir sur ce qui a été dit. Madame Chapaz a pu dire que c'était ce qu'il y avait de plus important que nous puissions faire. Et je suis d'accord, c'est pour l'avenir de l'humanité et de cette planète. Il n'y a rien de plus important que de se focaliser sur une IA qui bénéficie aux enfants. Dans mon pays, plus de 40%, environ 40% de la population est âgée de moins de 18 ans. Dans ma région, plus de 50% de la population est âgée de moins de 25 ans. Donc il n'y a rien de plus urgent que ce sujet et ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de nous focaliser sur cet avenir. Merci, Madame la Ministre. Je ne parle pas au nom de mon pays, mais je veux vous dire que je suis très réceptive à vos propos. On ne peut souligner trop l'importance d'inclure le Sud global. J'entends aussi qu'on parle de manque de connaissances et je suis absolument d'accord. Nous avons un appétit immense pour en savoir plus, recevoir davantage de données et savoir, ce faisant, ce que nous pouvons faire pour les enfants. J'ai beaucoup appris
appris en écoutant chacun d'entre vous. Je suis extrêmement reconnaissante pour la présence de chacun d'entre vous. J'en ai beaucoup appris aujourd'hui. Merci. Il y a eu aujourd'hui une publication dans Le Monde sur l'éducation et les défis du Sud mondial. Voilà, vous le voyez ici. Donc cela fait écho à cette publication. Qui d'autre souhaite prendre la parole? Okay, good morning. My name is Beth Amkandawire, and I work Bonjour, for, je suis Bethan Kananaye. Green Revolution in Africa. We are not Je travaille pour Green Evolution en Afrique. Mon domaine n'est pas celui de l'IA, mais de l'agriculture. Even as we work with farmers, even as we work Mais aujourd'hui, nous travaillons dans la production alimentaire avec des agriculteurs, mais nous avons conscience du fait que si nous n'occupons pas l'espace de l'IA, nous serons laissés de côté. L'IA peut avoir une influence sur les choix alimentaires. Les générations plus jeunes font ces choix, la façon dont ils décident ce qu'ils vont manger est très différente, très loin de la façon dont nous concevons nos politiques. Les politiques pour nourrir la population, pour encourager l'agriculture. Et nous voyons que chaque année, ces choix évoluent très vite. Donc, pour savoir dans le secteur alimentaire ce que veulent les jeunes, ce sont deux questions très différentes. L'IA peut vous donner des réponses sur le sujet en une journée. Dans le secteur alimentaire, vous avez besoin d'un an pour répondre à une demande, à un besoin, à une envie, pour tout produire et mettre sur le marché. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que les jeunes choisissent leurs habitudes alimentaires en fonction des réseaux sociaux et de l'IA. Donc, pour moi, ce qui est important, et ce que nous voyons dans notre recherche, c'est qu'il faut mettre du contexte. Donc, je viens d'Afrique. Le contexte est différent de celui que nous avons dans d'autres pays du monde. Il y a des façons différentes de gérer les systèmes agroalimentaires, mais notre système est lent, c'est une certitude. Donc nous savons aujourd'hui que l'IA fait pression sur ce système, mais aussi sur nos politiques. Nous ne pouvons plus concevoir les politiques comme avant, nous ne pouvons plus nous défiler face à ce qu'attendent les populations. Donc je pense que dans mon secteur, il faut prendre en compte de plus en plus toutes ces dynamiques, parce que lorsqu'il s'agit de l'influence de l'IA, elle existe peu importe d'où vous venez dans le monde. Donc je pense qu'il faut nous assurer que le dialogue soit maintenu pour comprendre quelles sont les tendances, pour les intégrer, parce que nous, humains, avons un rythme qui est plus lent que celui de l'IA. Donc associer ces deux mondes est très important. Sinon, nous aurons des changements d'approche et des changements de politique tous les ans, parce que la population vit dans un espace qui est extrêmement rapide, plus rapide que le véritable monde. Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant de voir qu'il s'agit d'un parallèle mondial que l'on peut établir ici entre l'IA, les technologies, qui est le suivant. La technologie va vite, mais les changements qui se mettent en place sont lents dans le monde et il existe donc un besoin d'établir des parallèles pour que les rythmes soient davantage en face et d'adopter des approches qui soient responsables en ne réfléchissant pas seulement à court terme, mais aux conséquences à long terme. Maxime. Un grand merci. Tout d'abord, je souhaite vous dire que je ne parle pas au nom de mon employeur, de mon entreprise publique, je parle en mon nom de chercheur. Ce qu'a dit Eric était très intéressant sur le fait qu'il fallait réfléchir à long terme. Je ne veux pas dire qu'il faut ici viser des entreprises technologiques de grande échelle, je parle de nous, humanité. J'ai l'intuition, je suis anthropologue et en anthropologie, nous parlons de mystification de l'être humain et de prolongation de l'être humain. Nous choisissons nos partenaires, nous nous reproduisons, ce qui signifie qu'à long terme, il y a une téléologie différente à long terme, de nouveaux objectifs.
qui pourraient être implantés dans l'humanité par l'IA. Et ici, je ne parle pas de Skynet, de mauvaise IA, mais juste des algorithmes qui pourraient nous pousser, nous donner des petites mesures incitatives, comme l'a dit Laurence, nous pousser pas un jour, pas une année donnée, mais au cours des années et des siècles, influencer et façonner la façon dont nous sommes en tant qu'humanité. Nous devons donc être sûrs de réfléchir à long terme, non pas pour des problématiques du moment aujourd'hui, mais d'avoir une réelle approche à long terme. Merci. J'ai vu qu'Adam souhaitait prendre la parole. It's working. Thank you. Thank you very much. Tout fonctionne, merci. Thank you for putting this topic on the Adam d'Orange, merci d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour du Forum de Paris sur la paix. Pour ceux qui l'ignorent, Orange, qui fait partie de cette coalition, est un opérateur de télécommunications présent dans 25 pays, notamment en Afrique, en Égypte aussi. Et ce que nous voyons dans les pays où nous travaillons, c'est qu'il y a un besoin chez la population d'être connecté. C'est notre travail en notre qualité d'entreprise de télécommunications, mais aussi d'avoir une connexion émotionnelle avec l'IA, de sentir cette connexion avec l'IA. Et il y a pour nous une responsabilité à faire figurer ce sujet à l'ordre du jour. Je souhaiterais défendre le point de vue suivant. Nous devons continuer ce que nous faisons déjà dans les coalitions. Je vois des partenaires de la Fondation pour l'enfance, Tralala, l'UNICEF. Il faut défendre une utilisation responsable de l'IA, des smartphones, et de continuer à donner une responsabilisation pour l'utilisation de l'IA, parce qu'il s'agit ici de services qui sont utilisés par les familles, les enfants, et les parents nous font confiance pour donner des instructions sur l'utilisation de ces produits. Et donc nous serons ravis de continuer à travailler dans cette coalition et de poursuivre nos travaux avec tous ces partenaires formidables qui sont autour de la table. Je pense que c'est essentiel parce que vous interagissez avec un public très large et qui permet d'avoir ces conversations directement avec ceux qui adoptent ces technologies et leur faire comprendre quelle est la meilleure utilisation de ces technologies. Nous avons le temps de prendre une dernière intervention. Hello. Yeah, thanks for having me here. Merci de me recevoir. Je souhaitais simplement partager quelques éléments sur la façon dont les technologies peuvent être essentielles en ce qui concerne le façonnement de la façon dont les entreprises passent à l'échelle. J'ai commencé avec Microsoft il y a plus de 30 ans, et j'ai vu beaucoup d'entreprises passer à l'échelle avec une forte notion de responsabilité. Nous avons besoin des entreprises, et l'un des messages que je souhaite passer ici, c'est qu'il faut que les entreprises nous aident à mettre en place les règles, à indiquer quelles sont les bonnes pratiques, parce que c'est à cette condition que nous pourrons nous assurer que les parents soient davantage sensibilisés aux dangers et aux avantages de l'IA. Et les entreprises, lorsqu'elles achètent ou décident d'acheter ou de ne pas acheter une solution à l'échelle, ont un impact de très grande ampleur. Il y a ce dilemme entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce qu'il faut mettre en place la réglementation sur l'innovation ou pas? Est-ce qu'il s'agit d'une question de R&D? Est-ce qu'il s'agit d'un sujet lié à la liberté d'entreprendre? Nous avons besoin des entreprises pour régler ces questions. Nous ne pouvons pas le faire de notre côté. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup de très bons acteurs, mais il faut absolument compter sur les entreprises pour faire leur travail et sensibiliser sur la meilleure façon d'utiliser ces technologies par les jeunes générations.
Je vais essayer de récapituler et résumer ce qui a été dit aujourd'hui rapidement. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des avantages à l'IA pour les enfants, mais aussi qu'il y a des risques. La question maintenant est de savoir comment nous apportons des réponses en travaillant ensemble. Les droits de l'enfant sont sans doute le premier élément de réponse parce que lorsque nous réfléchissons à l'IA et à son alignement en général, nous devons réfléchir à des concepts qui font l'objet d'un large consensus et qui nous donneront un cadre de réflexion. Et c'est là que nous commencerons. Je vois aussi, et j'ai entendu, que nous avons besoin de réfléchir en nous concentrant sur l'humanité. Notre cerveau ne va pas évoluer juste parce qu'il y a de nouveaux types d'IA. Nous allons rester majoritairement les mêmes. Et lorsque nous parlons de passage à l'échelle, de généralisation, l'une des questions à poser, c'est la suivante. Devons-nous optimiser l'enfance ou devons-nous fournir aux enfants des espaces sur lesquels ils peuvent grandir, apprendre, faire des expérimentations et leur permettre beaucoup de choses? Quand on parle de ce sujet, bien sûr, les parents ont un rôle essentiel à jouer puisqu'ils sont les plus présents pour leurs enfants. Ils ont le rôle le plus important à jouer pour les protéger. Ce sont les parents qui doivent guider leurs enfants, les accompagner, mais il faut que les solutions technologiques proposées soient sûres. Et nous avons un rôle à jouer pour les aider à évoluer dans un espace qui soit sûr. Enfin, nous voyons que ces technologies se développent vite. Nous devons travailler ensemble, étroitement, entre la recherche et les acteurs du secteur. Nous devons avoir des échanges plus directs. Comme chercheurs, nous aimons relever les défis, voir quels ils sont. Et maintenant, nous devons nous atteler aux questions les plus urgentes pour les 6 prochains mois qui auront des répercussions à plus long terme. Nous connaissons déjà beaucoup de choses à ce sujet et maintenant nous devons réfléchir à la façon dont nous pouvons articuler tout cela. Et pour ce faire, nous devrons travailler sur la politique, nous devrons articuler tout cela à différents niveaux. Nous avons une opportunité aujourd'hui avec l'IA générative de passer de la base vers le haut, de travailler ensemble et j'ai été extrêmement inspirée par la motivation des entreprises qui souhaitent travailler ensemble. Lorsque l'on réfléchit aux enfants, et c'est une perspective plus large, il ne s'agit pas seulement de le faire sur la base du volontariat, c'est une responsabilité qui nous incombe tous. Nous devons nous assurer qu'ils évoluent dans un monde plus sûr, qui les fasse grandir. Pour cela, nous devrons travailler ensemble au sein de notre coalition et je me réjouis de voir la diversité de profils représentés, ce qui permet aussi d'enrichir beaucoup le dialogue. J'ai l'honneur de conclure cette session et je pense que beaucoup de personnes se tournent vers nous et nous disent que nous sommes extrêmement ambitieux. C'est vrai. Votre présence aujourd'hui prouve que cela est possible, que nous pouvons améliorer la situation, participer aux échanges essentiels. Il y a 18 mois, lorsque Mathilde a publié sa première recherche sur les effets de l'IA sur les enfants et leur développement émotionnel et cognitif notamment, personne ne savait réellement de quoi nous parlions, mais aujourd'hui nous avons davantage de visibilité. Cela nous aide à mettre ce sujet à l'esprit de tout le monde, mais maintenant que nous en savons un peu plus sur les avantages et les risques, notre rôle est d'augmenter ces avantages parce qu'il y en a indéniablement beaucoup et c'est maintenant que je vais vous appeler à l'action. Si vous ne voyez pas votre logo, votre entreprise ou votre laboratoire sur cette brochure, mettez-vous en lien avec moi. C'est un sujet extrêmement important. Nous avons besoin de la voix de tout le monde. Vous êtes ici. Cela montre que ce sujet vous tient à cœur, que vous voulez participer à ce dialogue et nous avons besoin que vous le fassiez. Nous avons besoin que toutes les voix, toutes les actions fassent de l'IA un produit bénéfique pour les enfants. Je vous remercie.